Et du côté du parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis où ça se tient actuellement, eh bien l'ambiance est assez lourde pour certains de nos confrères. Benjamin Duhamel, on vous retrouve dans l'enceinte de ce parc des expositions où les journalistes de l'émission Quotidien ont été exfiltrés de la salle. Oui, absolument. Pour que vous compreniez bien la scène telle qu'elle s'est passée, on était ici avec notamment Léopold Haudebert et on a tout d'un coup entendu des huées, des mots très forts et il a semblé qu'il y avait un mouvement de foule. On s'est donc approché et on a constaté qu'effectivement l'équipe de l'émission Quotidien était en train d'être exfiltrée par le service de sécurité. On a donc suivi l'équipe de Quotidien et ensuite on a assisté à l'explication qui a eu lieu avec en réalité une sorte de... Comment dire ? Les choses sont allées très vite et ce que l'on comprend, c'est que le service de sécurité de ce meeting d'Éric Zemmour a voulu protéger cette équipe de Quotidien qui a été donc exfiltrée, mise en sécurité à un moment et qui ensuite a pu revenir. Quotidien qui était en train de poser des questions à des jeunes en leur demandant mais pourquoi vouloir être ici dans un meeting d'Éric Zemmour, et effectivement les gens ici ont mal réagi. Certains ont même donné l'impression d'avoir envie d'être violents, d'où cette exfiltration. Ce n'est pas franchement étonnant, on le sait depuis le début de cette campagne, qu'il y a des mots très forts qui sont prononcés contre les journalistes. Dans son clip de campagne, dans son clip d'annonce de candidature, Éric Zemmour lui-même avait mis les journalistes dans ce système qui, soi-disant, voulait l'empêcher d'accéder au pouvoir. Pour revenir au meeting en ce moment, vous le voyez derrière moi, il y a un clip qui est en train d'être diffusé qui durera environ 17 minutes avant 8 intervenants qui vont se succéder sur scène. Jean-Frédéric Poisson, Antoine Diers, Paul-Marie Couteau, Stanislas Rigaud, le président de Génération Zen, avant l'arrivée d'Éric Zemmour dans cette foule chauffée à blanc, donc avec un discours qui a pris du retard. Un enjeu, voir comment Éric Zemmour va être capable de gérer cette foule. Pour lui, c'est un exercice nouveau. Ce n'est plus la croisée des chemins où il était face à 2000 personnes au maximum. C'est un exercice nouveau. Est-ce que cette mue va réussir ? Réponse donc dans quelques instants, environ 1 heure, après les prises de parole des autres intervenants. On sent que la tension monte effectivement dans ce parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Le début du meeting dans les prochaines minutes. On suivra évidemment la prise de parole d'Éric Zemmour en direct sur BFM TV. Et cet après-midi était placé sous haute surveillance dans l'enceinte de ce parc des expositions de Villepinte, avec la crainte d'affrontements des militants antifascistes. C'était donné rendez-vous aux abords du meeting d'Éric Zemmour pour tenter de perturber ce meeting. On va retrouver Angie Louata sur place. Angie, les forces de l'ordre ont procédé à quelques interpellations avant l'ouverture du meeting. Oui, absolument. Il y a eu plusieurs interpellations au niveau de la gare du RER B de Villepinte parce que c'est également un accès possible pour les militants d'Éric Zemmour au parc des expositions. Donc c'était une zone extrêmement protégée. Dès la fin de la matinée, il y avait beaucoup de forces de l'ordre, gendarmes, policiers, également la brigade de répression de l'action violente qui était présente en cas de débordement. Quelques militants antifascistes sont arrivés aux alentours de midi, une soixantaine environ, très vite éloignés des lieux par les forces de l'ordre, poursuivis même à un moment sur quelques mètres seulement par des militants qu'on a eu du mal à identifier, mais qui avaient des drapeaux tricolores, qui se sont arrêtés assez rapidement finalement, donc pas d'affrontement à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, aux alentours de 10h30, 13h, encore une soixantaine de militants antifascistes qui sont arrivés sur zone. Et puis là encore, les forces de l'ordre qui les ont éloignés de cette gare du RER B extrêmement surveillée. Alors désormais, et ce depuis 2 ou 3 heures, c'est extrêmement calme. La pluie s'abat sur Villepinte. Les forces de l'ordre sont toujours présentes pour sécuriser les lieux, mais il n'y a plus, en tout cas là où nous nous trouvons, de mouvement autour de cette gare de Villepinte. C'est vrai. Faut le reconnaître. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, aux abords du parc des expositions de Villepinte, où se tient donc le meeting d'Éric Zemmour qui a commencé. On a vu avec ce clip de campagne qui est diffusé à l'heure actuelle dans le parc des expositions, avant donc plusieurs interventions
sur la scène avant donc la prise de parole un peu plus tard d'Éric Zemmour vraisemblablement. Nous a rejoint également en plateau Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. On a vu cette ambiance un petit peu difficile, tendue à l'extérieur du parc des expositions et puis aussi cette exfiltration de journalistes à l'intérieur du parc des expositions. C'était peut-être pas attendu à l'intérieur et pourtant on sent quand même qu'il y a une sorte de tension autour de cette première exposition publique en tant que candidat d'Éric Zemmour. Oui, il y a une tension de toute façon au sein de l'équipe d'Éric Zemmour parce qu'ils sont très attentifs aux images qui ressortiront de ce meeting. Donc il y a certainement un excès, sinon un contrôle très accru sur, encore une fois, toute la scénographie, mais aussi les sons, les sonores, les interviews qui peuvent être récoltées juste avant le meeting. Il y a une attention aussi très forte, précisément parce qu'il y a eu de nombreux appels à manifester autour de ce meeting. Et à l'intérieur, c'est effectivement ce que disait Benjamin Duhamel tout à l'heure, c'est que depuis le début, depuis son entrée en pré-campagne en quelque sorte, Éric Zemmour a lui-même scénarisé une sorte de candidature anti-système. C'est-à-dire que malgré le fait que lui a quitté les plateaux de télévision il n'y a pas très longtemps, il dit à l'envi que c'est une candidature qui se fait contre une forme de système dans laquelle les médias et les journalistes sont inclus. Est-ce que c'est le moment de rappeler la plaisanterie qu'il avait faite au salon Millipol en brandissant cette arme bien que non chargée face à la presse? Il avait dit attention, maintenant reculer, ça rigole plus. Dans la plaisanterie qu'il avait voulu faire à ce moment-là, on comprenait déjà qu'il y avait une scénarisation de la défiance qu'il mettait vis-à-vis des journalistes. Il a voulu sortir très vite de son rôle, lui, d'ex-journaliste, en disant précisément qu'il ne faisait pas partie, qu'il ne faisait plus partie de ce système. Et donc, ça explique très certainement une partie de la tension qu'il y a au sein de ce meeting et qui a fini, bien sûr, par déteindre sur les militants qui sont là pour apporter leur soutien à Éric Zemmour. Parce qu'ils sont là aussi parce qu'ils ont adopté d'une certaine façon, certains d'entre eux en tout cas, les plus motivés derrière Éric Zemmour, cette théorie, effectivement, d'une candidature anti-système et surtout anti une certaine forme de médias. Quotidien d'ailleurs n'épargne pas Éric Zemmour et a fait plusieurs sorties sur ces polémiques ces dernières semaines. C'est peut-être aussi pour ça que c'est cette équipe en particulier qui a été ciblée par ces militants. Mais en tout cas, ça n'arrive très certainement pas par hasard. Éric Zemmour lui-même, depuis plusieurs semaines, encore une fois, et il l'a redit dans son clip de campagne en effet, veut afficher une candidature anti-système et anti-système médiatique un peu face aux journalistes, si c'est pas contre les journalistes, mais en tout cas face aux journalistes et s'en distinguer de façon très évidente et très répétée. Enfin, il peut être anti-système autant qu'il veut. Il faut rappeler quelques principes simples. On peut mesurer une démocratie à la manière dont on respecte la liberté de la presse. Éric Zemmour et ses soutiens ont tout à fait le droit de détester. On voit à l'instant sur cette image en direct Sarah Knafo qui vient d'entrer dans l'enceinte du parc des expositions de Villepinte, la collaboratrice donc d'Éric Zemmour. Voilà, je finis ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut, dans une démocratie, la liberté de la presse, c'est une manière de mesurer ou pas le respect des valeurs démocratiques. Éric Zemmour et ses soutiens et ceux qui sont allés l'écouter cet après-midi ont tout à fait le droit de détester ce que fait Quotidien. D'ailleurs, ont tout à fait le droit de ne pas regarder. Simplement, les journalistes de Quotidien font leur travail. Ils font leur travail. Ils ne sont pas là pour faire de la communication. Ils sont là pour faire de l'information, du journalisme. Donc, ils viennent faire leur travail. Ils posent des questions. Libre à ceux qui viennent écouter Éric Zemmour de ne pas y répondre. Il peut même discuter de façon vive. Mais à partir du moment où des journalistes sont menacés et qu'il faut que le service de sécurité de l'équipe d'Éric Zemmour les mette à l'abri, les exfiltre ou en tout cas fasse en sorte qu'ils ne soient pas, blessés, ou en tout cas qu'ils ne soient pas secoués par un mouvement de foule, c'est assez dangereux. Ça n'est pas rien ce qui est en train de se passer. Dans les meetings de Marine Le Pen, et on ne peut pas dire que la presse, et particulièrement Quotidien, soit particulièrement tendre avec Marine Le Pen, ça se passe bien. Les journalistes travaillent, c'est parfois tendu, mais généralement les journalistes travaillent convenablement. Et Quotidien a eu dans le passé parfois des moments de tension avec Marine Le Pen, mais globalement les journalistes peuvent travailler et faire leur métier. C'est important ce qui est en train de se passer, c'est important. Les journalistes doivent pouvoir aller partout et faire leur métier, observer ce qui se passe et le raconter, c'est ça notre boulot. Quotidien, Le Figaro Magazine, Valeurs Actuelles, Regard, Libération, la presse étrangère, tout le monde. On fait notre boulot, voilà. Des slogans anti-journalistes lancés dans des meetings politiques, ça rappelle un petit peu les mêmes méthodes aussi qu'on avait vues dans les meetings de Donald Trump aux États-Unis, Amandine Atalaya.
Oui, c'était très fréquent dans les meetings de Donald Trump qu'il y ait des incidents de ce genre ou qu'il y ait une hostilité très marquée à l'encontre des journalistes et de la presse. C'est quelque chose qui était assez fréquent aussi, malheureusement, ces dernières années en France. Si l'on se rappelle la dernière campagne présidentielle, à droite notamment, dans les meetings de François Fillon, une sorte de détestation quasi générale de la presse et des médias était montée, puisque à l'époque, les militants de droite estimaient que la presse était injuste avec François Fillon et qu'il y avait une forme d'acharnement lorsque celui-ci avait eu les problèmes liés à son affaire et le début de sa mise en examen. Et je me souviens de moments comme des crachats, par exemple, à l'encontre d'une caméraman, des insultes en entrant dans un meeting. Donc il y avait déjà un niveau de violence assez élevé qu'on pouvait parfois aussi trouver du côté de la gauche. Il était parfois compliqué d'aller couvrir des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai là aussi souvenir de manifestations où les journalistes sont hués par des dizaines, à ce moment-là, de personnes massées le long des cortèges. Donc c'est quelque chose qui s'est installé, tout comme est monté en parallèle la violence au sein du milieu politique lui-même. On a vu récemment des menaces de mort contre des candidats. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'en est ému dans divers camps. Donc on est sur un niveau de crispation qui dépasse le cadre de ce simple meeting, même si, comme le disait Philippe Corbet, il faut à chaque fois le rappeler, ce n'est jamais acceptable. Et les images en direct du meeting de Villepinte, où Éric Zemmour va prononcer son premier discours de candidat dans les prochaines minutes. Actuellement, sa proche collaboratrice, Sarah Knafo, est en train de traverser la salle. Un petit mot de la scénographie, peut-être, Philippe Corbet. On a vu sur les images précédentes énormément de drapeaux bleu, blanc, rouge. Ce n'est pas très étonnant pour un meeting d'Éric Zemmour. Oui, enfin, c'est assez classique dans des campagnes présidentielles. Et d'ailleurs, on peut noter que dans le meeting que nous avons pu suivre en direct sur BFM TV de Jean-Luc Mélenchon, il y avait aussi des drapeaux français. C'est absolument habituel dans une campagne présidentielle. C'est vrai qu'il y a souvent davantage de drapeaux brandis ou peut-être de façon plus vigoureuse dans les meetings de droite, mais c'est tout à fait classique. Et d'ailleurs, dans ce même hall de Villepinte, lorsque Nicolas Sarkozy avait tenu son grand meeting de la campagne 2012, il y avait des dizaines de milliers de drapeaux français. Au fond, il n'y a là rien que de très classique. C'est presque une figure imposée d'un meeting. Ce qu'on peut noter tout de même, c'est cette tension, elle est révélatrice d'autre chose. C'est-à-dire que, est-ce que les gens qui viennent sont venus simplement écouter Éric Zemmour? Ils ont tout à fait le droit de le faire. Éric Zemmour a le droit de faire campagne et il a le droit d'accueillir les gens qui ont envie de l'écouter. Ou est-ce qu'ils sont venus d'une certaine manière avec des intentions un peu, en tout cas... je cherche un mot qui soit approprié, mais on ne va pas dans un meeting politique pour se taper les journalistes. Voilà. Donc l'envie d'en découdre, un petit peu. L'envie d'en découdre, voilà. C'est exactement ça. Les gens qui sont là ont tout à fait le droit de venir écouter Éric Zemmour. Lui a tout à fait le droit de leur parler. Les journalistes qui viennent observer ce qui se passe aussi ont le droit de faire leur travail. Et si tout le monde vient en bonne intelligence, tout va bien se passer. La situation semble, en tout cas pour l'heure, plus apaisée avec nos reporters qui sont sur place dans l'enceinte de ce parc des expositions de Villepinte. On a vu donc tout à l'heure Sarah Knafo, la proche collaboratrice d'Éric Zemmour, entrer en scène, accompagnée donc du service d'ordre, et déjà aussi la foule commençait un peu à haranguer. On sent qu'il y a un climat d'effervescence qui monte dans cette enceinte. Et alors même que Éric Zemmour n'est pas encore entré, n'est pas encore arrivé, comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que ça peut se passer dans les minutes qui peuvent arriver, Benjamin Morel, sachant que là, pour l'instant, il n'est pas prêt de parler encore, Éric Zemmour. Il y a encore 7 à 8 intervenants, nous disait-on, qui doivent passer avant lui. Oui, mais c'est très classique dans un meeting. C'est-à-dire que vous avez forcément une première partie. Donc sinon, ensuite, ces autres personnalités, généralement, ne seraient pas écoutées si jamais elles ne passaient pas avant l'artiste principal du jour. Ça veut dire Éric Zemmour. Donc l'objectif de ces différentes présentations, c'est à la fois de chauffer la salle, d'avoir également un certain nombre d'éléments qui vont être distillés, et puis également pour Éric Zemmour, c'est important, d'afficher des soutiens. C'est-à-dire qu'on a longtemps reproché à Éric Zemmour d'être très très seul dans cette aventure. Là, en mettant en avant un certain nombre de personnalités, il montre que justement, il n'est pas aussi seul que ce que l'on disait, qu'il y a pour le coup des gens qui le soutiennent, également des formations politiques, on parle évidemment de Poisson, qui le soutiennent, et donc ça permet pour le coup à la fois de chauffer la salle et en même temps de donner du corps à un candidat qui avance de manière groupée face à l'élection.
Anne-Soire Dubois, d'ailleurs, les soutiens d'Éric Zemmour qui se montrent dans ce meeting. On a quelques noms, on a repéré les noms sur les sièges donc des personnalités attendues. Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, des mouvements des Gilets jaunes. Jacqueline Moreau, également présente à Villepin cet après-midi. Oui, aussi Laurent de Saint-Afrique, qui est un collaborateur historique de Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a aussi la direction du mouvement conservateur qui a annoncé hier qu'il rejoignait la campagne d'Éric Zemmour à l'issue du résultat du congrès LR et de la victoire de Valérie Pécresse face à Éric Ciotti. Un certain nombre de soutiens, pas des soutiens de poids si on considère vraiment les têtes d'affiche du monde politique, mais qui donnent quand même aussi une coloration très claire à ce qu'est déjà la campagne d'Éric Zemmour. Il y a eu des défections aussi, il y a eu de la défection notamment de Philippe de Villiers qui avait été annoncé par le candidat lui-même comme participant à ce congrès à ce meeting qui finalement ne sera pas présent aujourd'hui à Villepinte. Il nous avait même été annoncé qu'il prendrait la parole et finalement il ne se rendra pas à ce meeting de Villepinte. En tout cas, afficher les soutiens, ça aussi c'est un exercice quasi obligé. Essayer de montrer qu'on n'est pas seul, c'est aussi parce que Éric Zemmour, depuis le début de sa pré-campagne, il n'a pas de parti derrière lui. Donc il n'a pas de relais non plus sur le terrain, en tout cas à ce stade. Il va annoncer le nom de son parti, donc Reconquête. Mais ce parti est une coquille de parti pour l'instant. Il n'y a pas encore les relais sur le terrain, il n'y a pas encore de quoi se démultiplier en France. Parce que pour une campagne, effectivement, pour l'instant, Éric Zemmour est un polémiste qui est connu des plateaux de télévision, qui est connu dans le milieu politico-médiatique, mais qui n'est pas encore connu de très nombreux Français. D'ailleurs, il a fait quelques déplacements sur le terrain, mais on l'a vu, il n'a pas pu non plus vraiment s'afficher aux côtés des Français, aller rencontrer les Français. Et c'est aussi pour ça que ce meeting est important aujourd'hui. C'est parce que depuis le début de sa pré-campagne, il a été devant des salles en quelque sorte qui lui étaient acquises, des gens qui venaient le voir parce qu'ils adhéraient à ses idées, qui venaient dédicacer leurs livres. Et aujourd'hui, il s'agit de convaincre, vraisemblablement parmi les 19 000 places qui sont assises dans cette halle de Villepinte, il y a des gens qui ne sont peut-être pas encore convaincus par Éric Zemmour, et il y a des gens qui sont devant leur télévision, qui vont regarder cette diffusion sur BFM TV, qui veulent savoir ce qu'il y a dans le programme du candidat, puisque maintenant il est candidat. Et donc c'est un exercice de conviction. Le fait d'afficher des soutiens, c'est une partie des convictions, mais le plus important, c'est surtout ce qu'il va dire. Et peut-être sa capacité aussi à sortir des sujets un peu historiques dans lesquels il s'est presque un peu enfermé depuis le début de sa pré-campagne, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité. Élargir aussi la base de ses propositions pour présenter un programme. Et tout ça, on va le savoir cet après-midi, évidemment, et à suivre en direct sur BFM TV. Pour l'heure, Éric Zemmour n'est pas encore en train de s'exprimer. Il va y avoir des prises de parole avant lui. On reprend la direction du parc des expositions de Villepinte pour vous retrouver Léopold Audebert. Vous êtes avec tous ces sympathisants, ces curieux peut-être, ces militants, ces soutiens d'Éric Zemmour dans cette grande salle avec plusieurs milliers de personnes réunies. On les voit derrière vous avec les drapeaux et qui montrent leur approbation, en tout cas à ces messages. Comment est-ce que ça va se dérouler pour la suite là, dans les prochaines minutes qui arrivent? Alors déjà, on vient de nous annoncer au micro qu'il y avait, selon les chiffres des organisateurs, 13 000 personnes ici dans la salle. Voilà donc le chiffre qu'on peut vous donner, 13 000 personnes assises ici. Là, actuellement derrière moi, eh bien, c'est la présidente du Parti conservateur, Laurence Ruchot, qui s'exprime. Elle s'est ralliée hier soir à Éric Zemmour. Juste avant elle, il y avait un élu, cette fois-ci du département. Il y aura comme ça encore 6 autres intervenants qui vont se succéder à la tribune avant qu'Éric Zemmour arrive. Il va, nous dit-on, traverser le Zénith, pas le Zénith parce que c'était la salle précédente, mais ce palais des congrès de Villepinte, cette grande salle ici, traverser la salle, se rendre sur scène. Il y aura un discours qui va durer 1 heure. On l'attend évidemment sur des points de son programme que certaines personnes attendent avec grande attention. Qu'y a-t-il vraiment? Que propose-t-il? Quand? Avec qui? Car aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de montrer cette salle grande. Y a-t-il vraiment des soutiens? Ils sont en train de s'exprimer, mais y en aura-t-il d'autres? On verra ça au fur et à mesure. Et puis, eh bien, il parlera pendant 1 heure. Pas de déclaration a priori après sa prise de parole. On observe évidemment les attitudes aussi qui sont à l'intérieur. Tout à l'heure, vous l'avez dit, notre consoeur de quotidien a vécu quelques moments de tension dans la salle, une tension assez électrique. On a entendu des personnes ici dire pas de quotidien ici, on ne veut pas les voir. Et finalement, les équipes de sécurité ont décidé de l'exfiltrer pour la mettre en sécurité dans un lieu à côté. Elle est finalement revenue, plus de peur que de mal, mais c'est pour vous dire que la tension est extrêmement forte ici. On a vu des personnes aussi là pointer du doigt.
essayer de s'approcher d'elle, mais évidemment, ils ont été reculés. On continue de suivre donc ici ce premier meeting d'Éric Zemmour avec, je vous le disais, 13 000 personnes dans cette salle. Éric Zemmour prendra la parole dans les prochaines minutes en direct de Villepinte et on vous retrouvera sur place bien sûr Léopold Haudebert. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, si vous étiez avec nous en direct sur BFM TV, vous avez pu suivre un autre moment fort de ce grand dimanche de politique, le top départ de ces grands meetings de la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s'est donc exprimé pendant un petit peu plus d'une heure. Vous avez suivi ce discours évidemment sur BFM TV. Perrine Vasque, vous êtes sur place dans cette salle de la Défense, dans les Hauts-de-Seine. On a vu une ambiance un petit peu électrique là au meeting de Éric Zemmour. Quelle était l'ambiance dans la salle de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, ici on est peut-être moins nombreux, mais on est plus chaleureux. Voilà comment est-ce qu'on pourrait décrire cette ambiance ici. Alors oui, 10 000 personnes de moins tout de même, environ 3 000 personnes. Mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. Effectivement, on voyait que les équipes étaient un petit peu stressées de nous faire rentrer un peu plus tôt, de peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans la salle, parce qu'il n'y avait pas de réservation, donc ils y allaient un petit peu à l'aveugle. Et regardez, finalement, en fait, il y a eu tellement de monde, il y a eu 3 000 personnes, un peu plus, 3 000 personnes, il y avait des gens debout, que là, actuellement, eh bien, les gens sont bloqués, ils ne peuvent plus sortir, parce que sinon, ça fait goulot d'étranglement vers le métro qui est juste en face. Et donc, le discours est terminé depuis environ une trentaine de minutes. Et les gens restent ici bloqués parce qu'il faut évacuer petit à petit. Alors effectivement, vous voyez, ça veut bien dire qu'il y a du monde. Cette salle, effectivement, elle est plutôt faite normalement pour des conférences. Jean-Luc Mélenchon est resté d'ailleurs un assez grand moment sur la scène. Il a profité de l'instant, très applaudi, très en forme. Le chef de la France Insoumise, sans notes, sans prompteur, comme d'habitude. Mais vous voyez, étant donné qu'il est candidat depuis de nombreux mois maintenant, il semble difficile pour nous, en tout cas journalistes, de vous extraire vraiment des nouveautés de son discours. Seule nouveauté, c'est que Valérie Pécresse a été ciblée tout de suite, dès le début, en premier et le plus longtemps. Ça donne un tiers de Thatcher, 2 tiers de Merkel. Il reste pas grand-chose de bon, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, il a cité Éric Zemmour, mais qu'il ne cite pas vraiment nommément. Il cite plutôt le mouvement qui est en train de se mettre en place autour du polémiste et du candidat maintenant. Un mouvement contre le genre humain, a-t-il déclaré. Puis ensuite, en 3e position, c'était le président Macron. Mais ça a été beaucoup plus rapide. Voilà, alors là, on essaye désormais, vous voyez, il y a un appel sur la scène pour que tout le monde puisse sortir en sécurité. Preuve qu'il y avait quand même pas mal de monde dans ce meeting de Jean-Luc Mélenchon. Merci Perrine Vasque, en direct de la Défense pour BFM TV avec Laura Champion. Anne-Sora Dubois, on a suivi ce discours de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants maintenant en direct sur BFM TV avec on a dit ces prises de position face à ses rivaux de droite essentiellement, qui ont été nommément ou pas vraiment, mais en tout cas on les a bien, on a compris de qui il s'agissait. Et il y a eu quelques éléments programmatiques également. Mais quelle est la différence avec les meetings de M. Mélenchon en 2016 par exemple, les derniers? Il y a une différence spectaculaire, c'est qu'à son entrée en campagne en 2016, il avait commencé très tôt, il avait commencé dès l'été. Son premier meeting en quelque sorte, c'était une agora, mais ça s'est transformé quasiment en quelques minutes en un premier meeting improvisé, c'était à la Fête de l'Humanité. Et dès le début, à son entrée en campagne en 2016, Jean-Luc Mélenchon disait on va gagner. Il disait pas comme là. Non seulement on aura peut-être du mal à se qualifier pour le second tour, mais c'est un trou de souris. Et il finit même son discours en disant et en plus pour atteindre ce trou de souris, il va falloir pelleter avant. Et je ne pourrais pas le faire tout seul, donc je m'appuie sur vous militants. En 2016, c'était pas peut-être qu'on va se qualifier pour le second tour, mais ça sera dur. Ça sera bien sûr qu'on sera qualifié pour le second tour. Et même, on peut gagner cette élection présidentielle. Et je suis sûre qu'on gagnera cette élection présidentielle. C'est la grande différence. Il y a sans doute de la lucidité, parce que c'est vrai qu'entre-temps, il a eu un quinquennat. Il a vécu ce quinquennat en tant qu'opposant de façon un peu douloureuse. Jean-Luc Mélenchon, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes auxquelles il n'a pas vraiment réussi à se raccrocher. Il y a eu les européennes qui ont été très difficiles pour la France Insoumise. Il y a eu bien sûr les perquisitions avec cette vidéo qui a tourné en boucle et qui a changé aussi l'image que certains Français pouvaient avoir de lui, qui a changé son image un peu générale. Donc ça a été difficile pour lui. Il s'attendait aussi à un groupe parlementaire un peu plus large à l'issue de la présidentielle. Il est vraiment tombé de haut à l'issue du second tour, à l'issue du premier tour, pardon, parce qu'il se pensait vraiment qualifié pour le second tour jusqu'à la fin. Il a même refusé de descendre de son QG au début parce qu'il attendait jusqu'au bout qu'il y ait des résultats consolidés. En clair, il voulait pas y croire. Il y a sans doute tout ça qui a joué, mais c'est une humilité qui confine presque au manque
de projection dès le début, grande lucidité où effectivement dès le début il a décidé qu'il allait jouer cette campagne sur un mode humble. Et il dit effectivement, ce qui est totalement à l'opposé de ce qu'il disait en 2016, on a un trou de souris peut-être pour se qualifier pour le second tour. Et pour ça, pour atteindre ce trou de souris, il va falloir pelleter d'abord. Et pour ça, j'ai besoin de mes militants. Ça n'a rien à voir avec son entrée en campagne de 2016. Et ce sont bien deux visions de la France qui s'opposent à distance cet après-midi. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon est désormais terminé. À la Défense, dans les Hauts-de-Seine, celui d'Éric Zemmour va bientôt commencer. C'est cette fois dans le parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Et à l'occasion de cette première prise de parole du candidat Zemmour à la présidentielle, il va annoncer le nom de son parti, la création déjà, Philippe Corbet, d'un parti politique qui va soutenir la campagne d'Éric Zemmour. Et le nom de son parti qui a été dévoilé. C'est BFM TV qui l'a dévoilé tout à l'heure. Benjamin Duhamel a révélé cette information pendant le discours de Jean-Luc Mélenchon. Ce parti s'appellera Reconquête. Alors qu'est-ce que ça veut dire Reconquête? Il y a à la fois, effectivement, c'est un mot qui exprime une forme d'allant, d'idée d'élan pour reconquérir, pour que la France reste la France, disait Éric Zemmour dans sa pré-campagne. Donc il y a cette idée-là. On peut noter très vite que ce mot Reconquête rappelle, est-ce volontaire ou involontaire, je vous laisse juge, mais il n'est pas impossible que ce soit volontaire, un mot en espagnol qui s'appelle la Reconquista. La Reconquista, c'est une période du Moyen-Âge qui est assez longue, sur plusieurs siècles, pendant laquelle des rois chrétiens et des forces chrétiennes ont regagné, ont repris par des guerres successives, par des batailles successives, des territoires de la péninsule ibérique qui étaient musulmans, et ça s'est terminé en 1492 avec la prise de Grenade par les rois catholiques. Au fond, c'est une référence à cette période de conquête ou de reconquête par des forces chrétiennes d'une partie du territoire européen qui était devenu musulman. Et Éric Zemmour, connaissant l'histoire, aimant l'histoire, je pense que cette allusion n'est pas involontaire. Et ce n'est pas un hasard ce nom probablement, de même que ces slogans qui ont été choisis par les équipes d'Éric Zemmour. Tout cela se constitue petit à petit pour créer ce personnage, ce candidat politique désormais à la présidentielle, Amandine Atalaya. Avec quelle envergure est-ce qu'il va pouvoir donner cet après-midi déjà des premiers signes de cette mue qui s'est opérée selon lui? C'est toute la question, puisqu'il a dit lors du dernier 20h qu'il a fait sur TF1 qu'il avait fait sa mue. Or, c'était de l'avis général, un 20h qui était décevant, ont estimé certains, raté, ont estimé d'autres. Certains pensent à cause des questions du journaliste, ce sont les pro-Zemmour, d'autres à cause de la performance d'Éric Zemmour telle qu'elle, en elle-même, parce qu'Éric Zemmour semblait assez peu préparé à ce qui est un exercice quand même très compliqué. Au 20h, on a quelques minutes seulement pour arriver à parler à des millions de Français, et il a manqué là une occasion d'expliquer tout simplement au plus grand nombre pourquoi il voulait être président et quelle était sa vision de la France, la façon dont il comptait projeter le pays dans les 5 années à venir. Donc ça s'est fait, cette journée-là ne s'est pas très bien passée pour Éric Zemmour. Il a cet après-midi l'occasion de marquer les esprits. Tout a été fait, en tout cas en termes d'organisation, avec plus de 10 000 personnes qui sont présentes. On voit que la scénographie a été très travaillée dans un temps qui est très court, puisque Olivier Hubeda, qui est chargé de l'organisation de ce meeting, a eu à peine quelques jours pour mettre tout cela en place. On a vu d'ailleurs au passage de premières images qui étaient tout à l'heure un peu floues. Donc on espère pour l'équipe d'Éric Zemmour que le problème sera résolu, parce que sinon ça n'est pas, j'imagine, tel qu'il l'espérait. Reste pour Éric Zemmour que c'est un exercice qu'il ne connaît pas, qui est donc très délicat. Benjamin Duhamel nous expliquait tout à l'heure qu'il s'était rapidement exercé à l'usage du prompteur, d'un double prompteur qui serait situé des deux côtés de son pupitre. Or, s'exercer au dernier moment, ça semble quand même assez difficile. Certains peuvent même penser inconscient si l'on n'y est pas préparé, parce que là encore, c'est comme l'exercice d'un 20h. C'est particulièrement difficile de maîtriser un prompteur, d'arriver à parler à la fois à la foule tout en le regardant juste au bon moment. Donc, Éric Zemmour, on le sait, a foi toujours en ses capacités. Donc, j'imagine qu'il s'est préparé comme il fallait, à lui maintenant de nous le prouver. Mais jusqu'à présent, ces meetings ne ressemblaient pas à un vrai meeting politique. Il n'était pas encore candidat, il était plutôt adepte du stand-up sur scène avec le micro à la main, à haranguer la foule, Philippe Corbet. Oui, c'est difficile, ce serait difficile pour n'importe quelle personnalité qui se lancerait pour la première fois dans une campagne présidentielle. Et on avait vu d'ailleurs qu'il y a 5 ans, ça avait été difficile pour Emmanuel Macron. Ses premiers meetings, d'ailleurs, au début décembre, il n'avait pas réussi à placer sa voix lors de ses premiers grands rassemblements. Le fameux
veut parce que c'est notre projet. Et il faut comprendre aussi qu'Éric Zemmour, quand il a commencé sa tournée, alors on avait bien compris et anticipé que c'était une sorte de tour d'entraînement ou tour de chauffe avant une campagne présidentielle, mais c'était des rassemblements littéraires. Alors effectivement, il y avait une mise en scène qui rappelait une dimension politique, mais ça n'était pas un long discours fleuve. C'était, il y avait une période d'échange avec la salle, et effectivement, parfois, il était debout, il improvisait, parfois c'était plus écrit, mais on n'était pas du tout dans cette configuration d'immenses réunions publiques qui rappellent des grandes réunions publiques de l'UMP ou du RPR, dans une immense salle avec plus de 10 000, 12 000, 13 000 personnes, dans une scénographie très impressionnante. Vraiment, le point que souligne Amandine sur le prompteur n'est pas du tout un point de détail. Le choix d'utiliser le prompteur pour son premier discours dans une campagne présidentielle, dans une grande république comme ça, alors qu'il ne l'a jamais fait. Et de le découvrir à quelques heures de la prise de parole. C'est un signe d'optimisme, parce que franchement, pour avoir vu de nombreux responsables politiques lutter avec le prompteur, il me semble d'ailleurs, je me trompe peut-être, mais on va vérifier, mais que quand Nicolas Sarkozy a fait son grand discours dans cette salle de Villepinte en 2012, Nicolas Sarkozy, extrêmement expérimenté, déjà président, je crois qu'il n'utilisait pas de prompteur, parce que justement, comme beaucoup de responsables politiques, et si c'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas d'autres responsables politiques, n'aiment pas le prompteur parce que ça fige leur expression et ça fige leur rapport avec la salle. Le choix d'utiliser un prompteur aujourd'hui, c'est un choix assez audacieux. Et ce qui peut faire douter, juste ajoutons, c'est qu'on a vu des moments qui n'étaient pas suffisamment préparés précédemment. On a déjà parlé du 20h, mais il y avait aussi ce déplacement à Marseille d'Éric Zemmour, qui avait annoncé qu'il allait rencontrer des Français, qu'il allait voir les gens, qu'il allait enfin créer ce lien direct, cette espèce de contact un peu charnel qui lui manquait jusque-là avec les Français. Or, il n'a pas réussi à les voir. Or, il était suivi par de très nombreux journalistes à ce moment-là. Ça s'est donc vu, ça s'est donc su. Ça s'est terminé en désastre pour lui, avec ce doigt d'honneur et un Éric Zemmour qui est rentré la tête un peu basse à Paris en disant qu'il avait d'ailleurs eu un geste qui était inélégant. Donc c'est normal aussi, c'est sa première campagne. On découvre des choses lorsqu'on fait une première campagne, sauf qu'il a mis là de lui-même un niveau d'exigence sur ce premier meeting qui est extrêmement élevé. Donc c'est compliqué maintenant d'être à la hauteur. Benjamin Morel. D'autant qu'un mot, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a pointé l'amateurisme dans cette campagne. A raison. Là, ce que l'on voit là n'est pas amateur. C'est-à-dire que très clairement, on a quelque chose qui est léché, construit et extrêmement bien mis en scène. Donc si ça capote, c'est pas la faute de l'organisation. Si ça capote, c'est pas la faute de l'équipe. Si ça capote, c'est la faute du candidat. Et autant une équipe qui, entre guillemets, pose problème, eh bien ça peut changer et c'est pas ça qu'on élit. Autant un candidat qui ne rend pas tout à fait l'image qu'on souhaiterait de lui, là pour le coup il en est le premier responsable et c'est vraiment problématique. Donc le poids sur les épaules d'Éric Zemmour là est extrêmement important. Et en effet, c'est un peu comme Emmanuel Macron là-dessus. Vous avez un candidat qui est extrêmement bon dans l'interaction. Généralement, quand il est dans des conditions de débat, etc., il s'en sort relativement bien. Qu'est-ce qu'il peut donner dans un grand discours magistral avec prompteur qui plus est? C'est loin d'être évident. Donc là, pour le coup, c'est une énorme pression sur quelqu'un qui n'est que moyennement préparé. Anne-Soeur Dubois, Éric Zemmour va forcément être attendu au tournant dans cette prise de parole aujourd'hui, tant sur la forme, on l'a dit, mais aussi sur le fond, puisque jusqu'à présent, il ne s'est rarement expliqué ou donné des détails de propositions concrètes sur les thématiques qu'il aborderait en tant que candidat à la présidentielle. On a entendu évidemment beaucoup sur l'immigration et sur la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut en tout cas pour lui, pour Éric Zemmour, passer un peu à la seconde ? En tout cas, en termes de thématique, oui, c'est sûr. Il était presque monothématique depuis le début de sa pré-campagne sur l'immigration. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a taclé là-dessus il y a quelques minutes en parlant des partisans du grand affolement, avec ce mot de grand remplacement qu'il répète souvent, Éric Zemmour, est effectivement sorti de cette... Alors, ça peut suffire une thématique très forte pour mener campagne. Le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, les attaques vont commencer. Maintenant, il est candidat déclaré et il y a peut-être aussi des demandes qui vont se multiplier. C'est-à-dire que parmi l'électorat possible d'Éric Zemmour, et notamment à l'issue aussi de ce congrès LR où on a vu qu'il y a une partie peut-être des militants LR qui sont déçus du résultat, il va y avoir des propositions attendu de la part du candidat sur certaines thématiques. Les thématiques de pouvoir d'achat, on sait que l'inflation va être très forte ces prochains mois. Tous les sondages disent que c'est la priorité des Français pour cette élection. Absolument, ça reste quand même avec la sécurité en tête de liste. Il y a la sécurité bien sûr, il y a l'immigration, oui, mais il y a bien sûr le pouvoir d'achat. Et d'autant plus, parce que ça c'est un peu la particularité de ce début de campagne, mais d'autant plus que la gauche est largement inexistante. On attend peut-être d'autant plus des candidats qui sont très audibles en ce moment, qui aient des prises de position et surtout des propositions sur
sur cette thématique. Et là-dessus, c'est vrai que Éric Zemmour, lui, quand il a été interrogé là-dessus à de nombreuses reprises ces dernières semaines, il dit il faut changer notre industrie, il faut changer la façon dont la France fonctionne, il faut changer notre productivité, mais ça ne donne pas de solution immédiate en termes de pouvoir d'achat notamment. Ce sujet-là, peut-être, c'est le sujet qu'il a peut-être le moins abordé depuis le début de sa campagne, on peut dire campagne maintenant, et certainement il sera attendu là-dessus, d'autant plus qu'on le redit, parmi les militants LR qui peut-être ont été déçus du résultat du Congrès, par exemple ceux qui ont voté pour Éric Ciotti, qui lui-même n'a condamné aucune des récentes polémiques qui ont touché Éric Zemmour, parmi ces militants-là, eux, dans la bouche d'Éric Ciotti, en cours de congrès, eux, ils ont eu des propositions qui étaient très claires, qui concernaient les retraités, qui concernaient certains bas salaires, qui concernaient certaines classes populaires. Donc il y a eu des propositions qui étaient très claires. Il y a eu des propositions aussi sur notamment les droits de succession. Il a fait des propositions très concrètes, Éric Ciotti, pour parler du pouvoir d'achat qui touchait certaines catégories de population. Jusque-là, Éric Zemmour n'a pas donné d'éléments très clairs qui puissent l'identifier comme le candidat d'autre chose que de la lutte contre l'immigration et d'un candidat pro-sécuritaire sur ces thématiques-là. Bientôt 16h30 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous vivez avec nous cet après-midi spécialement consacré à la politique avec ces deux grands meetings, deux premiers meetings de campagne présidentielle. Nous serons avec tous nos reporters sur place dans le quartier de la Défense, dans les Hauts-de-Seine, après la réunion publique du chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé pendant un peu plus d'une heure, il y a quelques temps maintenant, et que vous avez suivi en direct sur notre chaîne BFM TV également, sur le terrain du côté de la Seine-Saint-Denis avec le tout premier meeting du candidat Éric Zemmour dans ce parc des expositions plein à craquer avec plusieurs milliers de personnes qui y participent. Et c'est là que l'on va tout de suite justement retrouver Benjamin Duhamel. Vous annonciez tout à l'heure ce nombre, 13 000 participants selon l'organisation de l'événement aujourd'hui. Oui, effectivement, Reconquête, c'est donc le nom du parti que va annoncer, que va lancer Éric Zemmour tout à l'heure. Il y avait déjà une formation qui s'appelait les Amis d'Éric Zemmour, qui permettait de récolter des dons. Mais désormais, Reconquête, c'est donc le parti qui va être lancé avec des adhésions payantes. Selon nos informations, il faudra payer 30 € pour adhérer à ce parti Reconquête. Ce ne sera donc pas un parti à l'état gazeux comme La République En Marche, où il suffisait simplement de mettre son adresse mail pour devenir adhérent. On voit bien que l'enjeu de cette journée aujourd'hui à Villepinte est de faire passer la campagne à une vitesse supérieure après une semaine qui, il faut le dire, a déçu un certain nombre de soutiens d'Éric Zemmour. La vidéo et surtout le 20h de TF1 où la prestation du désormais candidat a été jugée plus que mitigée. L'enjeu est donc important. Premier enjeu, montrer que cette mue est faite, qu'Éric Zemmour sait gérer une salle. Je l'avais vu en 2019 à la convention de la droite, il n'était pas vraiment dans son élément. Il faudra voir comment il gère ce discours qui devrait durer 1 heure. Deuxième enjeu, montrer qu'il n'est pas seul. Et jusque-là, les soutiens qui sont ici dans cette salle, la Gilet jaune, Jacqueline Moureau, Paul-Marie Couteau qui est en train de parler en ce moment. Il y a également, on a vu Lou Baumier, on a vu également Laurent de Saint-Afrique, un collaborateur historique de Jean-Marie Le Pen. On ne peut pas dire que ce soit des soutiens qui soient à même de créer un élan considérable. Et puis enfin, le dernier enjeu pour Éric Zemmour, c'est l'enjeu du fond, du programme. Que va dire Éric Zemmour? Va-t-il rentrer dans le détail de ses propositions ou considère-t-il toujours comme le général de Gaulle que l'intendance suivra? C'est tout l'enjeu de ce discours. Va-t-il aussi entendre cette critique de ceux qui considèrent qu'il confond radicalité et brutalité? Réponse désormais dans 30-40 minutes. Ça a pris du retard, mais dans 30-40 minutes, ça devrait être à Éric Zemmour. Et Benjamin Duhamel, quelle est l'ambiance dans la salle? On sent une certaine ferveur. Oui, absolument, il y a une ferveur, regardez, derrière moi. Il faut dire que cela dépend un petit peu des intervenants. On a une intervention de la présidente du mouvement conservateur, ancien Sens commun, Laurence Trochu. Disons qu'il y avait un enthousiasme à certains moments quand elle parlait de la civilisation française, mais ce n'était pas énorme. Ensuite, l'arrivée de Stanislas Rigaud, le président des jeunes de Génération Z, appelé Stéphane Rigaud d'ailleurs par ailleurs. Parfois, il peut y avoir des petits hicks dans l'organisation. Lui, pour le coup, a réussi, malgré pas une très grande aisance à l'antenne, à susciter quelques réactions dans la foule. Mais voilà, on sent malgré tout que, vous savez, la foule, il y a une succession de prises de parole. Elle attend une seule personne, c'est bien sûr Éric Zemmour.
il n'est pas installé, il n'est pas au premier rang, il attend juste derrière, il regarde ça sur un écran et ensuite il fendra la foule pour arriver avec une prise de parole donc dans environ une quarantaine de minutes. Merci Benjamin Duhamel avec Clément Gredenier en direct de ce parc des expositions de Villepinte où en effet Éric Zemmour se prépare en coulisses. C'est ce qu'il a en tout cas tweeté avec cette photo de sa préparation à son discours. Un discours qui va être prononcé, on le disait, de manière un peu originale, en tout cas différente de ce qu'il a pu faire avant avec cette prise de parole avec des prompteurs devant une salle avec 13 000 personnes devant lui en public et un autre ton à donner maintenant à ses propos. Amandine Atalaya, on l'entendait avec Benjamin Duhamel, il y a aussi ces jeunes qui sont présents et qui sont montés sur l'estrade, représentés par Stanislas Rigaud, pour exprimer leur soutien aux candidats d'extrême droite. Est-ce que maintenant, ces jeunes, c'est quelque chose de spécifique, que c'est un électorat que tente de séduire particulièrement Éric Zemmour? Oui, mais il y a une grande différence entre les jeunes que l'on voit dans l'équipe d'Éric Zemmour et les jeunes qu'arrivent à séduire Éric Zemmour aujourd'hui dans l'électorat français. Il est vrai qu'il a une équipe qui est assez active sur les réseaux sociaux notamment, et puis il a une équipe jeune tout simplement parce qu'il débute aussi dans cette campagne et que il n'a pas autour de lui des personnalités très expérimentées. Donc par définition, forcément, on voit beaucoup de personnes qui débutent elles aussi dans le cadre de la campagne. Sinon, Éric Zemmour a pour le moment plutôt du mal à séduire l'électorat jeune pour le moment en France, c'est-à-dire qu'il est populaire chez les classes âgées notamment. Il y a un autre différentiel, c'est qu'il séduit bien sûr beaucoup plus d'hommes que de femmes, avec parfois 10 points d'écart pour l'instant dans les sondages. Et puis il y a aussi une différence de classe sociale. Éric Zemmour est assez populaire chez des gens qui sont plutôt aisés, qui gagnent bien leur vie, comme on dit les CSP+, mais c'est un terme qu'utilise cela dit Éric Zemmour. Supérieur. Oui, qu'utilise cela dit Éric Zemmour lui-même à voix haute quand il dit qu'il arrive à cumuler à la fois les CSP+, comme il dit, et un peu d'électorat populaire. Mais aujourd'hui, l'électorat populaire, il est surtout chez Marine Le Pen, l'électorat ouvrier notamment, et il y reste. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a plutôt connu un moins bien dans les sondages ces derniers temps, avec une remontée en parallèle de Marine Le Pen, qui, après s'être tue au début de la campagne, a décidé d'attaquer à son tour Éric Zemmour et de pointer ce qu'elle estime être plusieurs défauts de sa campagne, comme par exemple trop de radicalité qu'elle appelle brutalité, pas assez d'attention dans le cadre des mesures économiques aux petites gens ou à ceux qui aujourd'hui souffrent sur le plan économique. Et donc Marine Le Pen a réussi à remonter au fur et à mesure des semaines, au point que dans la plupart des sondages aujourd'hui, c'est elle qui se qualifie pour le second tour. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a plus eu un sondage où Éric Zemmour était en mesure de se qualifier pour le second tour. Éric Zemmour est à la recherche des voix de droite dès hier. Il a lancé un appel d'ailleurs aux militants des LR qui seraient déçus du résultat du congrès des Républicains. Il lance clairement un appel, c'est un appel du pied aux électeurs d'Éric Ciotti par exemple, Philippe Corbet? Déjà, il suffit de voir les dates. Il a déclaré, officialisé, disons, sa candidature mardi, c'est-à-dire la veille du début du vote du premier tour pour le congrès d'investiture LR, et il prononce son premier discours, sa première grande réunion publique, et la date a été choisie parce que c'était le lendemain de la désignation du candidat. Donc il a déjà fixé son calendrier sur celui de LR, et il s'adresse effectivement dans cette lettre aux militants de LR, pas seulement à ceux qui ont voté Éric Ciotti, mais ceux qui, au fond, ne se reconnaissent pas ou pas pleinement dans Valérie Pécresse. La stratégie d'Éric Zemmour, qu'il expose depuis le départ, et qui a semblé être concrétisée par l'élan dans les sondages, c'est de l'alliance entre ce qu'il appelle le bloc populaire et une bourgeoisie patriote. Et pour simplifier, sans caricaturer, le bloc populaire étant représenté, par exemple en 2017, par Marine Le Pen, et ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote par François Fillon. Donc il essaye de prendre un petit bout chez Marine Le Pen, un petit bout de l'électorat LR un peu désorienté et qui n'a pas forcément de trouver de champion dans cette investiture, et en alliant effectivement sociologiquement des Français populaires, des Français plus bourgeois, des Français de droite et des Français plus à la droite de la droite, ils pensent pouvoir constituer un groupe, un élan qui pourrait le porter jusqu'au second tour et gagner la présidentielle. C'est un pari, et quand je dis que c'est un pari, il l'a décrit comme ça souvent, longtemps, en amont, il l'a décrit pendant qu'il faisait sa pré-campagne, il va certainement la décrire si c'est pas sur scène aujourd'hui, c'est comme ça qu'il raconte ce qu'il est en train de faire. L'union des droites. Oui, mais pas l'union des partis. L'union
des électeurs. Et d'une certaine manière, c'est un pari dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé depuis des décennies dans des groupes de différentes chapelles de droite, qui n'a jamais été réellement réalisé par Marine Le Pen, par exemple, qui n'a jamais réussi à le faire. Son père n'avait pas réussi à le faire. Si Éric Zemmour arrivait à le faire, il serait en situation effectivement d'être qualifié pour le second tour de la présidentielle. À ce stade, et il faut rester prudent, à ce stade, les sondages montraient plutôt qu'il prenait beaucoup de gens chez Marine Le Pen. D'ailleurs, là, quand il a perdu un peu d'élan dans les sondages, Marine Le Pen mécaniquement est remontée. Il n'est pas établi aujourd'hui, ça peut changer, il n'est pas établi qu'il puisse vraiment prendre une part significative de LR et une part significative de Marine Le Pen. C'est son pari. On va voir aujourd'hui, dans les prochaines semaines, s'il arrive à concrétiser ce pari. Et on retrouve Léopold Audebert au sein du parc des expositions de Villepinte où on attend encore la prise de parole d'Éric Zemmour avec déjà en tout cas des discours prononcés par des soutiens du candidat. Comment est-ce que ça s'organise actuellement? On voit en tout cas les participants qui sont assez calmes à l'écoute des participants. Absolument, Fanny. Là, il y a Paul-Marie Couteau qui vient de parler et je rebondis sur ce que vous disiez en plateau à l'instant puisqu'il y a un nom qui vient d'être prononcé, c'est celui d'Éric Ciotti. Paul-Marie Couteau qui vient d'appeler Éric Ciotti à rejoindre le mouvement d'Éric Zemmour. Également un autre nom qu'on nous avait annoncé comme étant devant être présent mais qui finalement ne sera pas là, c'est Philippe de Villiers. Donc deux noms qui viennent d'être prononcés, un appel à la mobilisation et à l'union avec eux et une expression qui est revenue également, celle de l'union des droites. On sait que l'union des droites, c'est le projet d'Éric Zemmour, unir bien d'un côté ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, de l'autre les classes populaires, d'unir les LR et d'unir le RN. Projet compliqué, mais en tout cas le projet politique qu'il porte. Derrière moi, vous le voyez, il y a, selon les chiffres de l'organisation, 13 000 personnes qui sont réunies, des personnes qui s'assoient, qui se lèvent en fonction des discours, des drapeaux qui ont été posés également sur les sièges, qui flottent selon les interventions. Vous entendez derrière moi la voix d'Olivier Hubeda, le directeur des événements. C'est lui qui annonce à chaque intervention une petite biographie des différents intervenants avant qu'ils puissent s'exprimer. Enjeu extrêmement important, enjeu visuel, on le voit sur les images qui sont produites par l'équipe du candidat. Ils ont voulu montrer qu'il y avait du monde aujourd'hui, ils ont voulu montrer qu'ils avaient eu raison de quitter le Zénith de Paris et d'être ici aujourd'hui au parc des expositions de Villepinte. On verra à la fin de cet événement si le pari est tenu en fonction des chiffres qui nous sont annoncés, mais on sent que ce pari de Villepinte, il est extrêmement important pour Éric Zemmour qui doit arriver dans à peu près maintenant 30-40 minutes, on ne sait pas trop parce qu'il y a un petit peu de retard pour tout vous dire. Les interventions se succèdent, mais on voit que les choses ont pris un peu plus de temps que prévu. Sarah Knafo est déjà, la conseillère d'Éric Zemmour, est déjà au premier rang en train d'écouter les différentes interventions. Éric Zemmour, lui, est dans une loge un peu plus loin. Il écoute ce qui se passe, mais il ne viendra que tout à l'heure. Discours d'1 heure, on verra ce qu'il contient ce discours. Est-ce qu'il y aura des éléments de programme que certains attendent avec grande impatience? On verra. En tout cas, il y a un enjeu de conviction extrêmement important pour Éric Zemmour. On sent bien qu'il y a un enjeu structurant qui se joue aujourd'hui. Ça sera à suivre à partir des prochaines minutes, ce discours sur BFM TV. Encore un petit peu de patience, d'autres intervenants doivent s'exprimer avant la prise de parole d'Éric Zemmour qu'on suivra en direct sur BFM TV. Philippe Corbet, les premières images là. Oui, Paul-Marie Couteau, c'est intéressant et pour les gens qui ne le connaissent pas forcément, c'est quelqu'un qui a travaillé avec différentes personnalités de droite dans le passé, avec Philippe Seguin, avec Charles Pasqua, avec Philippe de Villiers. Il a conseillé aussi il a été député européen. Et dans la campagne de 2017, il avait notamment contribué à des discours de François Fillon, notamment un discours au Puy-en-Velay qui était un discours sur l'identité de la France, notamment où il évoquait ces questions-là. Et il se trouve que dans l'entre-deux-tours, le même discours ou des éléments de ce même discours de Paul-Marie Couteau avait été confié à Marine Le Pen, qui avait prononcé parfois les mêmes phrases du discours de François Fillon dans l'entre-deux-tours. Et c'était d'ailleurs à Villepinte. Paul-Marie Couteau est d'une certaine manière quelqu'un qui œuvre depuis longtemps à cette union de droite, non pas union des partis, mais d'essayer de faire des passerelles entre différentes chapelles de droite. Et d'une certaine manière, le fait qu'il soit là aujourd'hui avec Éric Zemmour n'est pas une surprise. Et c'est un symbole finalement de ce qu'essaye de faire Éric Zemmour depuis longtemps. Thomas Soulier, journaliste politique BFM TV, est avec nous également en plateau. Thomas, est-ce que tout ça, c'est pas aussi un peu la preuve qu'il faut que Éric Zemmour muscle un peu son entourage? On le disait, c'est un entourage forcément jeune puisqu'il débute dans la politique, il débute dans une campagne qui plus est présidentielle et qu'il a besoin peut-être de figures plus qui montrent un peu plus d'expérience, comme cet appel donc de Paul-Marie Couteau à Éric Ciotti ou à Philippe de Villiers à les rejoindre. Oui, c'est l'une des difficultés majeures d'Éric Zemmour, c'est son entourage. Et je vous prends un exemple, le clip qui a été diffusé juste avant sa candidature, c'était la semaine dernière
dernière, beaucoup ont dit, mais personne dans l'entourage lui a dit que les droits d'auteur n'étaient pas respectés, qu'on ne pourrait pas revoir ce clip de campagne pourtant primordial pour lui. Cet entourage faible, on en parle souvent. Alors vous savez, on parle beaucoup des présents aujourd'hui, je peux aussi vous parler des absents, parce qu'on parle notamment de Philippe de Villiers, qui aurait pu être là, et même son nom circulait quand on posait la question aux proches d'Éric Zemmour il y a 2 semaines à peine, en disant qui sera là à Villepinte, à l'époque c'était au Zénith. On répondait Philippe de Villiers. Sauf que lui, fâché, a dit non, mais moi je ne comptais pas venir, je ne serai pas là. Autre exemple d'absent aussi, le financier Charles Gave, vous savez, il lui a prêté 300 000 € avec Zemmour et depuis, eh bien, il lui a retiré son soutien. Encore, on aurait pu voir aujourd'hui un certain Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a reçu Éric Zemmour chez lui, dans sa ville du sud de la France, qui veut faire le lien entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il n'est pas là encore aujourd'hui. Donc vous voyez, ce rassemblement, cet entourage dont vous parlez, il est encore à consolider et on voit que la perte de points dans les sondages d'Éric Zemmour depuis 2 semaines maintenant, la mauvaise campagne qu'il mène aussi depuis 2 semaines, on va peut-être y revenir, eh bien, ne pousse pas des personnalités qui pourraient être proches de Marine Le Pen ou des Républicains à rejoindre Éric Zemmour qui, lui, pour l'instant, est en baisse et n'est plus aujourd'hui en dynamique dans les études d'opinion. Thomas Soulier, on va retrouver immédiatement Anthony Lebos au centre des expositions de Villepinte où aura lieu le discours d'Éric Zemmour dans quelques minutes. Et Anthony, puisque vous êtes à l'intérieur, on voulait savoir si la salle était vraiment pleine. Alors, est-elle pleine? En tout cas, Olivier Hubeda, le directeur des événements d'Éric Zemmour, a annoncé juste avant le début de ce meeting 13 000 personnes. Pour information, il y a 12 500 places assises. Alizé Boissin va vous les montrer, sauf que on est allé faire un petit tour de cette salle et sur le côté gauche, aussi bien sur le côté droit, il y a des chaises vides et des zones qui sont encore clairsemées. Donc, on ne peut pas dire que c'est une salle qui est complètement complète. En tout cas, là, en ce moment même, c'est Antoine Diers qui est en train de s'exprimer, 4e orateur. Il en reste encore 4 avant qu'Éric Zemmour parle. Antoine Diers, président de l'association des amis d'Éric Zemmour. Il y a une atmosphère de fête à chaque fois que le mot Zemmour est prononcé, avec les drapeaux qui sont levés. Deschamps, vous le voyez encore, qui est applaudi. Et puis il y a aussi des petites piques qui sont envoyés à destination des journalistes, puisque le précédent orateur, Paul-Marie Couteau, a traité les journalistes de techniciens de la propagande. Là encore, il a été acclamé. Nous avons été hués. Voilà un petit mot pour l'ambiance. On n'est pas très bien accueillis ici, puisqu'il y avait aussi nos confrères de quotidien qui ont été exfiltrés. Ils sont ensuite revenus. Voilà, un petit point de l'ambiance. Évidemment, on attend la déclaration, le discours d'Éric Zemmour dans 20-30 minutes maintenant. C'est très intéressant l'image que vous nous avez montrée et qu'on découvre encore en direct ici sur BFM TV. Anthony Lebos, ces sièges vides qui n'apparaissent pas forcément sur les images fournies par le candidat, les plans larges. Et quand ces images apparaissent sur notre antenne, c'est précisé, images fournies par le candidat. On est vraiment dans une guerre de l'image aussi, Philippe Corbet. C'est assez classique, quelles que soient les campagnes, quels que soient les partis. L'enjeu des sièges est un vrai enjeu politique quand on organise un meeting. Et d'une certaine manière, la campagne... Voilà Zemmour, donc les images officielles de la candidature d'Éric Zemmour. On va préciser d'abord les images. Il y a, et c'est pas la première présidentielle où c'est le cas, je crois que ça doit être la 3e depuis 2012, les équipes de campagne présidentielle fournissent un flux d'images qu'ils filment eux-mêmes avec un réalisateur, une équipe qui n'est pas donc un travail journalistique, qui est un travail de communication. Ils fournissent aux chaînes de télévision gratuitement un signal que nous diffusons, mais quand nous diffusons ce signal-là, nous indiquons sur l'écran que c'est une image fournie par l'équipe du candidat. C'était le cas de cette image-ci, et c'était le cas tout à l'heure du discours de Jean-Yves Mélenchon. Et par ailleurs, nous avons des reporters dans la salle qui filment en direct certains aspects. Donc on vient de voir Anthony Lebos, qui lui, effectivement, c'est un travail journalistique, il est dans la salle, il filme. Sur la question des sièges, c'est pas spécifique à Éric Zemmour. Quelle que soit la campagne présidentielle, quel que soit le parti, il y a un vrai enjeu des sièges. Et sans être caricatural, je pense que si demain Anne Hidalgo organisait une réunion publique, il y aura un vrai enjeu sur les sièges. Et d'une certaine manière, Éric Zemmour, en choisissant en quelques jours de passer du Zénith à Paris, qui fait 5-6 000 places, à Villepinte, qui fait dans des configurations différentes, mais là, une configuration à 13 000 sièges installés, c'est beaucoup plus, a pris ce risque-là, ce risque que ça ne soit pas plein ou pas tout à fait plein. D'une certaine manière, ça, on l'a vu dans plein de campagnes électorales. Et généralement, alors soit on met des rideaux pour cacher des sièges qui n'ont pas été occupés. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Soit on fait en sorte que les journalistes ne s'approchent pas trop de ces sièges-là. Soit on demande à des militants d'aller s'installer là. Bref, c'est un grand classique des campagnes présidentielles. Au fond, ce n'est pas tout à fait surprenant. Éric Zemmour a pris vraiment un risque important en passant d'une salle
plus petite à une salle beaucoup plus grande. En 3 jours, c'est assez inédit et assez risqué d'un point de vue d'organisation de meeting. Et souvenez-vous même à Villepinte, en mars 2012, Nicolas Sarkozy fait un énorme meeting. Oui. Son entourage annonce 70 000 personnes et les personnes qui étaient sur place, notamment les journalistes, disent 30 000, 40 000 au plus haut. Et Marine Le Pen, 5 ans plus tard, en 2017, elle dit 25 000 personnes, j'étais plutôt 10 000. Donc vous voyez, cette guerre des sièges, de l'image, et tout ce que vous voulez, c'est inhérent à la campagne politique, mais Philippe a raison, le risque qu'a pris Éric Zemmour, en changeant de salle à peine quelques jours, avec ces manifestations aussi annoncées depuis quelques jours, il a pris le risque de voir ces images-là de sièges vides, qu'aujourd'hui, après 2 semaines de campagne houleuse, après Persona non grata à Londres ou encore dans d'autres villes européennes, après le doigt d'honneur à Marseille, après ce clip un petit peu raté, il est condamné aujourd'hui à faire une démonstration de force et ce genre d'image peut nuire à la communication officielle du désormais candidat. Il se trouve que j'étais dans ces 2 meetings que vient de mentionner Thomas, Sarkozy 2012, il est toujours là, Philippe, 2017. Pour résumer, Éric Zemmour a beaucoup plus de gens que Marie Le Pen en 2017 dans l'entre-tour à Villepinte, mais beaucoup moins de monde que la Sarkozy en 2012. On retrouve Benjamin Duhamel qui est lui à l'intérieur de ce parc des expositions de Villepinte avec des prises de parole qui se poursuivent avant celle d'Éric Zemmour et notamment celle d'une figure des Gilets jaunes puisque les Gilets jaunes semblent aussi montrer leur ralliement à Éric Zemmour aujourd'hui. Oui, vous pensiez avoir oublié les figures des Gilets jaunes qui étaient apparues dans le débat public et qui ensuite s'étaient faites pour certaines plus discrètes. Eh bien, les voilà de retour en ce moment même derrière moi. Jacqueline Moureau est en train de prendre la parole. Il y a aussi Benjamin Cauchy qui est au premier rang, autre figure des Gilets jaunes. Ce ne sont pas n'importe quels gilets jaunes, ce sont des gilets jaunes qui se sont toujours assumés de droite. Benjamin Cauchy, il était même allé avec Nicolas Dupont-Aignan. Et Jacqueline Moureau est donc, elle, présente aujourd'hui. Moi, je l'avais eu au téléphone cette semaine pour lui demander si elle allait être présente. Elle s'était rendue au QG d'Éric Zemmour, mais donc la voilà ici et c'est assez symbolique de la tentative d'Éric Zemmour d'essayer de faire cette fameuse union politique entre les classes populaires et la bourgeoisie dite patriote, d'essayer de montrer qu'il n'est pas le candidat que Marine Le Pen essaye de dépeindre comme candidat de l'élite qui aurait un programme de droite libérale en justement mettant sur scène aujourd'hui des figures des Gilets jaunes. Ce n'est pas forcément gagné. On a vu dans les précédents intervenants, pour le coup, des intervenants de droite beaucoup plus classiques. Antoine Diers, d'extrême droite, Paul-Marie Couteau. Par ailleurs, par rapport à ce qui pouvait être vendu sur les ralliements, sur l'élan, on n'en est pas tout à fait là. Mais pour l'instant, écoutez, du côté d'Éric Zemmour, on se félicite surtout du nombre de gens qu'il y a dans la salle, même si c'est vrai, on voit aussi des plans de chaises vides. Et on sent bien que le public attend désormais surtout la prise de parole d'Éric Zemmour. Tout cela a pris beaucoup de retard pour certains dans la salle. Ils sont arrivés aux alentours de 13h. Ça fait désormais donc plusieurs heures qu'ils attendent la prise de parole du candidat qui devrait arriver dans une trentaine de minutes. Pour l'instant, pour rappel, Éric Zemmour, il est toujours juste là, vous ne voyez pas le plan, mais en tout cas, il est dans sa loge en train d'écouter les prises de parole avant lui-même de parler et de fendre la foule, comme on le voit souvent dans des meetings. Benjamin Duhamel, vous restez sur place. Philippe Corbet, est-ce que ce retard peut aussi être lié à une question d'audience au fur et à mesure de l'après-midi, un dimanche après-midi à la télévision? Il y aura moins de téléspectateurs qu'un petit peu plus tard. Vous voyez le mal partout. C'est une question. Vous voulez dire qu'en fait, il sait qu'en laissant un peu traîner est-ce qu'un discours qui sera diffusé aux alentours de 17h30, 18h fera plus d'audience qu'un discours diffusé en plein après-midi? Je dois être trop naïf. Je n'ose croire que Éric Zemmour est conçu comme ça un programme volontairement faux pour... Non, vous savez, dans les meetings politiques, il y a souvent du retard. Peut-être effectivement qu'il joue un peu l'attente. Ce ne serait pas le premier, pas le dernier. Mais c'est vrai, on le sait, que Éric Zemmour était aussi un homme de télévision, donc il sait comment se construit l'audience et il sait effectivement qu'il y aura probablement davantage de monde en fin d'après-midi qu'au milieu de l'après-midi. Après, encore une fois, c'est ni le premier ni le dernier discours politique qui termine en retard. Et si vous voulez qu'on vous raconte les retards d'1 heure, 1 heure et demie du président de la République à chaque fois qu'il se déplace quelque part, donc voilà, c'est pas exactement le premier dans ce cas, mais vous avez raison, c'est peut-être une des raisons de ce retard. C'est aussi, tout bêtement, c'est la première fois que cette équipe
qui est assez novice, organise un meeting présidentiel. Donc il y ait des discours qui durent un peu plus longtemps et puis un retard qui s'accumule. C'est pas encore une horloge, c'est pas du papier à musique. Ça le sera peut-être dans quelques semaines. Et d'une certaine manière, il faut pas peut-être imaginer que tout cela est conçu pour attirer plus d'audience et pour générer une attente supplémentaire. Peut-être, mais on verra. Amandine Atalaya, en tout cas, Benjamin le rappelait, Benjamin Duhamel, ce qui est attendu là, c'est vraiment cette prise de parole du candidat désormais Éric Zemmour, parce qu'il va falloir qu'il annonce un certain nombre de choses, qu'il prouve qu'il a les épaules pour assumer ce rôle qu'il s'est attribué lui-même de candidat maintenant à la présidentielle. Il ne faut pas qu'il se loupe. Oui, complètement. C'est forcément très compliqué. Quand on a 10 000 personnes ou un peu plus qui sont présentes dans une salle, quand on sait qu'il y a beaucoup de Français qui vont regarder à la télévision ce premier grand meeting d'Éric Zemmour, vraiment, ça peut changer la donne dans un sens comme dans l'autre. Soit ça... prestation est réussie, redonne un élan à sa campagne qui était en chute et à partir de là, il arrive à capitaliser là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de concurrence en ce mois de décembre puisque le Parti des Républicains vient de désigner sa candidate Valérie Pécresse, Emmanuel Macron pourrait bientôt donner une conférence de presse, Marine Le Pen multiplie les déplacements sur le terrain, c'est son angle de campagne, donc vraiment, il ne sera pas le seul. Soit Éric Zemmour s'est fixé trop tôt un objectif trop élevé pour ce qu'il est aujourd'hui capable de faire en termes de prestations. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait des dédicaces pour son livre, qui a déjà donné quelques discours, mais qui n'est pas un tribun, qui n'est pas un homme de scène, qui n'est pas un homme politique et qui a certainement eu extrêmement peu de temps pour s'y entraîner. Et on sait que ça prend parfois des années. Par exemple, Marine Le Pen a mis des années et des années à arriver à maîtriser la scène. Au début, elle faisait quelque chose qui ressemblait un peu plus à un stand-up d'artiste. C'était un entre-deux compliqué. Après, parfois, c'était finalement un peu trop ennuyeux. Donc, c'est difficile de trouver le juste milieu. Et le défaut d'Éric Zemmour, ça peut être parfois qu'il aime les idées, les grandes digressions, et que là, il doit être en contact avec la salle, et que, par exemple, il n'a pas été en contact avec son public dans la vidéo de lancement de sa candidature, où, vous savez, il mime le général de Gaulle et il ne lève jamais les yeux. Il ne crée pas de contact, de lien à ce moment-là avec le public qui le regarde, mais c'était son choix. C'était son choix. Donc on verra là quel est le choix de scénographie d'Éric Zemmour, qui est accompagné par un homme qui a quand même l'expérience de quelques meetings. Olivier Hubeda a organisé des meetings pour Nicolas Sarkozy. Les premières images que l'on voit là sont réussies. Hein. Il faut dire, on le voit d'ailleurs, il y a des moyens quand même. Il y a des caméras qui sont dans les airs et qui prennent des images qui donnent une vision de l'ampleur de la foule. Et tout cela pose aussi la question d'ailleurs, pour finir, de l'argent dans cette campagne pour Éric Zemmour, parce qu'on en a très peu parlé, mais il a deux problèmes quand même, on pourra peut-être développer, mais les parrainages qu'il faut qu'il continue de trouver, et l'argent qui reste limité. Oui, parce que le meeting, on en a parlé à plusieurs reprises, le meeting de Villepin de Nicolas Sarkozy en 2012, on n'a jamais eu le montant exact du coût, mais ça se compte en millions d'euros. Et là, aujourd'hui, Éric Zemmour ne dépense pas des millions d'euros, visiblement, apparemment, pour ce rassemblement-là. Il y a peut-être quelque chose qui va l'aider et qui en même temps fait qu'il ne doit pas se rater aujourd'hui, c'est qu'il n'aura peut-être pas ni l'occasion de faire des meetings, pour une raison qui n'a rien à voir ni avec la campagne présidentielle, ni avec Éric Zemmour lui-même, c'est qu'il y a la situation du Covid. Et voilà, et le variant Omicron, et que des meetings comme ça, il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres dans les semaines qui viennent. Léopold Audebert est toujours au Parc des Expositions avec nous à Villepinte pour bien retransmettre en direct sur notre antenne ce discours très attendu, ce premier discours, ce premier meeting d'Éric Zemmour. C'est dans quelques minutes. Absolument, Fanny, et je rebondis sur ce que disait à l'instant Amandine Atalaya en plateau. Oui, il y a beaucoup de caméras ici de la part de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. On nous a expliqué qu'il y avait 6 caméras, dont une grue que vous voyez donc sur les images qui sont fournies par les équipes d'Éric Zemmour. Les interventions se succèdent sur scène. En ce moment, c'est Jacqueline Moreau qui est en train de s'exprimer. Vous les voyez sur ces images. Les personnes sont assises. On nous explique qu'il y a 13 000 personnes qui sont actuellement ici présentes. Éric Zemmour qui n'est pas encore là. Éric Zemmour est en loge, il observe toutes les interventions qui se succèdent, qui sont des soutiens. Encore quelques dizaines de minutes avant qu'Éric Zemmour arrive sur scène très précisément. Il observe ça de loin. Il va ensuite, nous dit-on, traverser toute cette salle avec en arrière-plan une musique qu'on a déjà pu entendre. C'est une musique assez galvanisante pour ce candidat, puisque c'est une musique classique qui va être extrêmement forte. On nous explique que ce
ce temps de déambulation dans l'allée va être assez long puisqu'il va saluer plusieurs personnes, prendre le temps de s'avancer sur scène. On va ensuite le voir sur scène, un discours qui va durer 1 heure très précisément, avec peut-être dans ce programme des propositions concrètes ou en tout cas des clarifications sur son programme, car certaines personnes estiment qu'il n'y a pas assez de propositions, qu'il n'est pas encore assez clair, qu'il fait des constats, oui, mais qu'il n'a pas de propositions, peut-être ça. Donc tout à l'heure, on a entendu à l'instant également Paul-Marie Couteau, un soutien désormais maintenant d'Éric Zemmour, qui a appelé à l'union avec Éric Ciotti. Un message très clair à destination d'Éric Ciotti, perdant hier du congrès LR. Venez nous rejoindre. Également un lançage d'appel, un appel lancé à Philippe de Villiers. Voilà donc pour ces appels qui se succèdent à la tribune en ce moment. Tout à l'heure, on va suivre ce discours très précisément. À suivre, il n'y aura pas de point presse. Éric Zemmour s'exprimera et après, apparemment, il ne reparlera plus avant son prochain déplacement. Merci beaucoup Léopold Haudebert en direct du parc des expositions de Villepinte avec Colline Chambol et